Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour le CQFR. Comme tous les lundis, on va faire un bilan du week-end, même si il y aura essentiellement un retour sur les matchs de la nuit dernière. Faudra qu'on trouve un moyen peut-être de mettre un peu plus en avant s'il y a des perfs exceptionnels, les matchs des vendredis et de samedi. C'est vrai qu'il y a eu 50 points, 51 points de Zach Lavine, mais les Bulls ont réussi à perdre et voilà, c'était surtout une perf dans le vent. Donc on va parler quand même un peu de Victor Wembanyama qui lui a joué aussi vendredi soir. On peut peut-être commencer avec ça, Shai, si tu veux. Si tu veux. Moi, si, Euh, je voulais commencer par ah, un petit truc rapide. bah alors vas-y, Ne dis-moi. montez, ne montez jamais dans un bus si le chauffeur ressemble à James Harden. C'est tout ce que je veux. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que Antoine sait que je suis arrivé un peu en retard au bureau ce matin. Je suis monté dans un bus, donc le gars ressemble à James Harden. Je me suis fait la remarque, je me suis dit, ah, c'est cool. Enfin, 3 secondes, quoi. Et puis, 100 mètres plus loin, il a, je sais pas, il a tapé un peu un trottoir, pneu crevé, et voilà. Ça, c'était un signe. Parfois, il y a la vie te C'est met ça, des, choke. la Les vie te met James, des signes devant toi, et tu devrais te dire, non, mais non, le mec ressemble à Harden, il a peut-être le même mode de vie, tu vois. Et voilà. ça va. Bref, Mais peut-être que James Harden prépare sa reconversion. Écoute, peut-être, là, il était sur le banc, il est revenu avec ses coéquipiers. Donc peut-être que son intérim comme chauffeur de bus n'a pas marché. Voilà. il est de retour au basket. Bon, bah, écoute, du coup, parlons de Victor Wembanyama Ouais. qui, pour l'instant, ne conduit pas de bus. Un week-end un peu particulier pour le français, parce qu'il y a eu deux, 2 matchs, ouais. deux émotions opposées. Oui, deux matchs et deux émotions opposées. La victoire contre les Rockets après prolongation, où il a été héroïque. Mhm. 21 points, 12 rebonds. Il a été un des principaux artisans de la gagne. C'était son deuxième match en NBA, première victoire. Et là, cette nuit, enfin hier soir, la première rouste, la première grosse claque, une défaite 123-83 contre les Clippers, 40 points d'écart. Et un Victor Wembanyama est limité à 11 points, 4 sur 10 au tir, 5 rebonds et 5 pertes de balles. Voilà. Donc deux matchs très différents pour Victor, mais quelque part ça fait partie d'un même tout, c'est-à-dire que c'est l'apprentissage en NBA. Et voilà, des soirs sans, on savait qu'il y en aurait, et là il y a eu le premier Shai, du coup. C'est ça. Alors, c'est pas quelqu'un qui a été beaucoup habitué à la défaite, mais je pense qu'il a intégré le fait que quand tu es rookie en NBA dans une équipe aussi jeune et qui n'a pas d'ambition immédiate, malgré ce que parfois, voilà, même ce que lui-même a dit, il veut gagner les matchs, il veut gagner un titre avec San Antonio. Enfin, voilà, c'est le fameux grand 8 de la saison NBA où au début, faut te préparer psychologiquement à perdre beaucoup de matchs. Et il y a des matchs où tu perds de peu et tu te dis, bon, il y a tu sais, les fameuses défaites encourageantes où tu vois des choses et tout. Et puis, t'as des matchs comme celui contre les Clippers où ils se font balayer et où il y a un écart de niveau qui est assez visible entre les deux équipes, un écart d'expérience aussi. Et ça se voit. Et donc, c'est frustrant. Pareil, tu le vois à la fin qu'il est frustré. Tu vois dans la conf de presse qu'il est frustré quand il lui a été demandé est-ce que c'est ton premier match difficile en NBA. Non, bah non, c'est le troisième. Tu vois, il est conscient, il est très conscient des difficultés et en même temps, il apprend à. Je vais pas dire à accepter la défaite parce que il m'a l'air d'être un peu de la trempe des compétiteurs qui détestent perdre et qui sont de mauvaise humeur après pendant 24 heures. Euh, mais c'est ça, ça fait partie de l'apprentissage. Tu sais que tu es dans une équipe jeune. En plus, voilà, il laisse un peu le leader de cette équipe, enfin en tout cas le leader identifié, même s'il y a d'autres joueurs intéressants autour. Et je pense il doit prendre pas mal les choses pour lui et à cœur. Et ça, c'est pas de sa faute. Je veux dire, il y a un écart entre les Clippers et les Spurs. J'aurais été étonné que les Spurs aillent battre les Clippers chez eux dans la Sur- foulée même d'une victoire. Enfin, Surtout des Clippers qui avaient vachement envie de se racheter parce qu'ils avaient perdu contre le Jazz, un match qu'ils mm, doivent jamais perdre. Le Jazz est une équipe très limitée, on va pas se mentir. Ils perdent sur le fil. Et je sais pas si tu as vu cette image de Kawhi ouais, Leonard qui tape le sol quand Westbrook prend le tir le dernier tir, pour ouais. l'égalisation plutôt que de donner la balle à Batum. Mais on sent qu'il est désespéré. Avant même qu'on voit le résultat du tir, Leonard est déjà en train de taper le sol, genre, mais putain. Euh, mais oui, les Clippers avaient besoin de se racheter. Victor Wembanyama contre Houston, il y a eu une volonté d'être très agressif. On a Mm. senti qu'il y avait un peu ce côté où là, vous m'avez pas assez passé la balle sur le premier match contre Dallas. Oubliez pas que c'est moi le patron et au final, ses coéquipiers l'ont beaucoup servi dans le money time et ça a marché. Par contre, s'il y a un constat que je peux faire sur cette première semaine, c'est qu'effectivement, il cherche un peu sa place. Déjà au niveau de ses tirs, de ses spots, de justement quand est-ce qu'il doit être agressif, quand est-ce qu'il l'a trop été. Il y a eu quand même des tirs précipités contre Houston. Mm. Et il cherche aussi, il doit s'adapter au. Tu vois, quand il dit c'est le troisième match difficile, je le comprends. Chaque match, on lui impose un vrai défi physique. Lui et Holmgren, je peux faire un petit parallèle, c'est
c'est le vrai défi. Je pense que c'est le plus gros défi pour eux avec l'enchaînement des matchs, la fatigue, c'est aussi de s'adapter physiquement. On sait que les deux sont grands et frêles. Là, contre une équipe athlétique comme les Clippers, en fait, tu vois tout de suite la différence. C'est-à-dire que contre Houston, c'est des jeunes, il y a moins d'écart. Alors oui, il y a des jeunes très athlétiques à Houston, mais c'est pas la même force. On n'est pas sur la force d'un mec de 30 ans, expérimenté, ou même Ivica Zubac, tu vois, ou les Russell Westbrook, les Kawhi Leonard, les Paul George. T'es pas sur la même force et effectivement, tu peux te balader un peu. Et dès que tu joues les Clippers, l'écart physique, enfin, c'est démentiel, quoi. Donc ça, je trouve, c'est peut-être le vrai gros défi pour Wembanyama pour les premiers mois de sa carrière, quoi. Ouais, mais ça, on l'a vu. Mais du coup, c'est marrant le parallèle que tu fais avec Holmgren parce que Jokic, dans la foulée du match d'hier, il a dit bon, il a fait plein de compliments sur Holmgren, hein, qui sont très mérités parce que son début de carrière en NBA est excellent. Mais il a dit il faudrait qu'il prenne un peu de viande, quoi, qu'il un peu de grossisse. poids, Voilà, ils ont 30 kilos d'écart. Ouais, et je sais pas s'il dit ça, s'il va dire ça ou s'il a dit ça de Wembanyama, ce serait intéressant. Mais oui, voilà, des débuts. De toute façon, c'était obligatoire. Le contraire aurait été étonnant et c'est déjà plutôt. Je trouve que les débuts sont plutôt bien. Ils tentent des choses. Les Spurs ne le grillent pas non plus. Je veux dire, ils le foutent pas 40 minutes sur le parquet juste pour qu'il ait de la répétition tout de suite. Pop m'a l'air plutôt calme à chaque fois sur l'analyse des matchs et des rencontres. Il est toujours très encourageant avec Wembanyama. Peut-être qu'en dehors, il est un peu plus dur, hein, mais bon, voilà, il y a un mélange de tout et ça fait partie de l'expérience NBA. On voit les très bonnes choses qu'il est capable de faire. On voit les petites lacunes, mais qui sont aussi dues à son équipe parce qu'il joue pas tout seul. Évidemment, tu le mettrais tout de suite dans une équipe de vétérans avec des mecs super forts, All-Star, ce serait pas la même chose, mais voilà, il n'y a absolument rien d'inquiétant, c'est ce qu'il faut signaler. C'est pas parce on a l'impression qu'il y a des hauts et des bas, que les stats, qu'il y a beaucoup de pertes de balles, parfois beaucoup de shoots manqués, c'est normal. Oui, et puis il y avait beaucoup de comparaisons, tu sais, avec David Robinson et Tim Duncan, les deux autres premiers choix de draft des Spurs. Mais déjà, Robinson comme Duncan, ils sont arrivés plus vieux en NBA. Ouais, il a 24 ans, Robinson, je crois. Et avec des équipes complètement différentes. Là, c'est la première fois qu'en fait, Pop, il se retrouve. Alors, du coup, Pop, il n'était pas coach au moment où c'était Robinson de toute façon. Mais c'est la première fois que Pop se retrouve dans cette situation où tu as une jeune superstar, mais l'équipe est très jeune. Tant qu'ils ne font pas jouer Trey Jones dans le 5 majeur, c'est quand même très brouillon. Cette espèce de 5. On voit qu'en fait, à partir du moment où ils alignent ce 5, tu sais que l'objectif, c'est pas spécialement de gagner, en fait. Parce que d'ailleurs, je ne sais pas s'ils vont tenir comme ça toute la saison. Je trouve quand même que ça se sent qu'il manque un meneur. Alors oui, Zach Collins et Jeremy Sohan apportent une forme de création pour leur poste. Ok, Vassell, Johnson et Wembanyama sont aussi capables de créer, mais il n'y a pas vraiment d'organisation et ça se sent tout de suite. Je ne sais pas combien de temps ils vont durer avec ce truc, mais bon. Oui, tu as raison, c'est normal, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est le début. Écoute, je te propose que tu as fait le parallèle, enfin j'ai fait le parallèle avec Holmgren, tu as rebondi dessus, je te propose qu'on enchaîne là-dessus sur le Thunder Nuggets. Parce que tout ce qui se dit là pour Wembanyama peut aussi se dire pour Holmgren, mais il a quand même été intéressant contre les Nuggets. Il a mis 19 points, c'est l'un des rares à s'en être sorti, entre guillemets, au moins en attaque. Ouais, quasiment un des seuls, ouais. Grosse défaite du Thunder, grosse victoire des Nuggets, plutôt 128-95. Tellement facile. Ouais. Ils sont. Jokic, 28 points, 14 rebonds, 5 passes. Le début de match, il était d'une facilité là. Pour le coup, c'est le Thunder qu'on attend tous en forte progression et venir se mêler un peu à la discussion, tu vois. Là, tu vois l'écart qu'il y a. Alors sur un début de saison, encore une fois, hein, il y a des choses. Mais c'est une équipe qui se connaît bien. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux joueurs. La star est toujours le franchise player est toujours le même. Il y a Holmgren, voilà, comme tu disais. Et Holmgren, moi, j'aime vraiment bien ce qu'il fait depuis le début. Là, il y a le match de cette nuit, mais le match précédent où il fait une block party, il fait 7 contre. 7 contre. Ouais. Alors, on a déjà vu plusieurs aspects les aspects de son jeu. C'est-à-dire qu'offensivement, je m'attendais à ce qu'il soit moins efficace et il est très efficace. Défensivement, là, cette nuit, il a absolument rien pu faire. Il était impuissant comme le reste de l'effectif. Mais sur le match d'avant, voilà, la protection de cercle, la dissuasion, il est déjà énorme, même avec un gabarit que Jokic aimerait avoir développé un peu, mais il est très bon et ça me fait dire que, tu vois, là cette nuit, Shai Gilgeous-Alexander passe totalement à côté de son match en attaque. 2 sur 16, je crois. 2 sur 16. 2 sur 16. Et je pense que il y a des matchs où, lorsque Shai sera moins bien, Holmgren peut être le gars qu'il faut alimenter et qui peut mettre les 25, même 30 points peut-être, parce que les paniers qu'il met, il y en a qui sont
des positions qu'il a obtenues facilement, des situations qu'il arrive à se créer. Et lui aussi, on voit un potentiel qui est quasi limité parce que c'est déjà très fort. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu dis sur faire passer le jeu aussi un peu plus par Holmgren. Juste un petit truc sur la défense des Nuggets. Donc, chez Gilgeous Alexander, limité à 2 sur 16. Avant ça, Anthony Davis avait été limité à 6 sur 17 et Desmond Bane à 4 sur 17. La défense des Nuggets est déjà tout à fait au point. Grosse bonne nouvelle, ça, pour Denver, de commencer la saison fort comme ça. Pour ce match, ce que je trouvais intéressant derrière ce match, je vous avoue, je vais être très honnête avec vous, je me suis endormi devant le match, à la fin. À partir de, je sais plus, fin de troisième quart-temps, je me suis endormi parce qu'on s'était plié. Mais c'est parce que tu C'est savais. pas le match le plus passionnant du monde. C'est parce que tu savais qu'il n'y avait pas Marseille-Lyon derrière, du coup. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Mais parlons pas des choses qui fâchent. Mais ce que je trouvais intéressant, justement, et c'est exactement ce que tu as dit, c'était de voir un peu comment le Thunder allait s'en sortir face à une équipe comme ça. C'est injuste, évidemment, de comparer le champion en titre avec une équipe qui n'a pas encore fait les playoffs dans cette configuration. Hein. Le Thunder, avec Shea en tant que superstar, n'a encore jamais fait les playoffs. Mais justement, de voir un peu l'écart, de voir ce qui peut manquer. Et je pense que Denver peut vachement servir de modèle pour Oklahoma City. C'est-à-dire que les Nuggets, c'est un collectif qui s'est construit dans le temps, en faisant aussi des ajustements. Il y avait du talent déjà à la base à Denver. On a laissé ces talents se développer. On les a laissés créer cette alchimie. Je pense que le 5 majeur du Thunder est très intéressant. Il y a beaucoup de talent. Par contre, il y a eu un ajustement nécessaire à Denver. Ça a été la venue d'Aaron Gordon. Alors, ils n'ont pas vraiment sacrifié un jeune pour ça, mais je pense qu'au Thunder, il y a un vrai manque de spacing. Holmgren, c'est le meilleur shooter du 5 majeur à 3 points. Ouais. C'est le seul vraiment qui étire les lignes. Du coup, les Nuggets, ils ont pack de paint, comme on dit. Ils sont restés coincés dans la raquette. Chez Gilgeous Alexander, s'il y a 5 mecs dans la raquette, il ne peut rien faire. Et ça s'est vu cette nuit. Enfin, il ne peut rien faire. C'est compliqué pour lui. Et pareil, même lui, on l'attend sur ce genre de match. On a envie de le voir porter son équipe dans ce genre de match maintenant. On a envie de voir le Thunder rivaliser avec ces équipes-là petit à petit. Et là, bon, voilà, comme tu l'as dit, c'est que le début de saison, mais on voit qu'il y a encore besoin de temps au OKC. Il y a un 6 sur 32 à 3 points qui n'aide pas. Il y a du potentiel, mais voilà, il faut encore que ça se développe et il y aura sans doute des ajustements à faire. Juste une remarque, je discutais tout à l'heure avec Ghislain, qui est un habitué de la late session et de nos podcasts, mais il me disait, en réagissant à la déclat de Jokic sur Holmgren, il disait en fait, tout ce qu'on voit d'Holmgren depuis le début, qui est très bien, et la déclat de Jokic, ça prouve selon lui, et j'ai tendance à être d'accord, que c'est pas un poste 5 en fait, Holmgren. Et que OKC, pour le projet, pour que le projet se développe, je pense qu'il faudra un moment un poste 5, un peu plus traditionnel, un peu costaud, au moins sur certaines phases de jeu, tu vois. Parce que la façon dont le Thunder s'est fait détruire à l'intérieur, là, alors, on le répète, c'est qu'un match, c'est du début de saison, mais tu vois, si on se projette un peu, j'ai l'impression qu'il serait parfait avec un big man traditionnel autour et avec la possibilité de s'écarter et de jouer en attaque comme il veut, tout en gardant le côté défensif où il a énormément de talent. Mais bon, là, je me projette, mais c'est parce que j'y pensais. Non, mais c'est très intéressant. Je pense que je suis assez d'accord parce qu'au final, Wembanyama, c'est ce qui se passe aussi. Ils lui mettent Zach Collins pour. Mais la différence, c'est que par contre, aux Spurs, il y a quand même un poil plus d'adresse et de spacing, même si c'est pas non plus le fort du truc. Là, si tu mets un poste 5 traditionnel, imaginons à la place de Luguentz Dort, donc ton 5, c'est Jalen Williams, ou imaginons, ok, tu mets Jalen, je vais faire encore pire. Jalen Williams devient ton 6e homme parce que c'est un scoreur, ok. Donc tu as Giddey, SGA, Dort, Holmgren et un poste 5 qui ne tire pas. Là, tu n'as vraiment plus du tout de spacing. Là, à part si Giddey passe un cap monstrueux à 3 points, en fait, chez Gilgeous Alexander, il va se retrouver à jouer des 1 contre 4 à chaque fois qu'il va vouloir rentrer dans la peinture. Donc, je trouve que l'idée est intéressante, mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être d'autres ajustements ou qu'il y ait une vraie progression à 3 points de Giddey, Dort, et même si Williams, il avait déjà montré des bonnes bases, ça peut être un bon shooter, mais c'est pas non plus un spécialiste du tir extérieur. Il y a un problème de spacing. Par exemple, Williams, il prend qu'un tir à 3 points. Il reste quand même un mec qui a tiré par le cercle. Et il y a mais bref. En tout cas, par contre, c'est vrai que je trouve ça intéressant. Tu as raison. Il y a peut-être besoin de lui mettre un babar à côté de lui qui le protège, comme le font les Spurs avec Wembanyama. Hein. Ouais, voilà. Au moins sur quelques. Utiliser des line-up de temps en temps selon les situations où c'est le cas. Mais on verra. De toute façon, cette équipe, je pense qu'on en reparlera beaucoup pendant la saison du Thunder. Yes. C'est sûr. Juste un petit point pour Denver qu'on pourrait souligner, le banc. Alors, le banc du Thunder, d'ailleurs, est un autre problème. Hein, mais pour rester sur les Nuggets,
17 points de Peyton Watson, qui a eu une belle agressivité. 13 points, 7 rebonds, 7 passes de Christian Braun, qui lui, pareil, a été très bon. C'est encourageant. Après, bon, en saison régulière, c'est pas surprenant. La vraie question, évidemment, ce sera est-ce qu'il y aura cet impact en playoff. Mais pour un joueur comme Peyton Watson, ça permet d'engranger des minutes, de la confiance, et ça permet aux Nuggets, voilà, Jokic a joué 30 minutes, c'est idéal pour eux. C'est les matchs où le 5 majeur des Nuggets va jouer entre 26 et 31 minutes, quoi. Donc ça, c'est un bon signe. Ouais, je suis d'accord. On peut enchaîner avec autre chose. On est resté longtemps sur ce match. On peut parler un peu brièvement de Damian Lillard et des Bucks. Les Bucks qui se sont fait ouvrir défensivement par les Hawks. Les Hawks qui avaient perdu leurs 2 premiers matchs en étant catastrophiques et qui là ont battu les Bucks 127 à 110. Je te donne 2 stats. 32 passes décisives pour Atlanta. Non, je te donne plusieurs stats. 32 passes décisives pour Atlanta. 8 joueurs à 10 points ou plus. Et je te donne les stats de Lillard. 6 points, 2 sur 12 au tir. 6 pertes de balles, moins 29, c'était peut-être le pire match de sa carrière. Ah oui, carrément. Un des pires matchs de sa carrière. J'ai pas les stats en tête. Oui, mais il s'est rarement retrouvé avec des stats comme ça à Portland, c'est vrai. Mais ouais, j'étais en train d'imaginer Budenholzer sur son canapé en train de regarder le match et dire là, ça de mon temps, ce serait pas passé. Autant de points encaissés à domicile. Mais bon, voilà, c'est une équipe qui se cherche et les interrogations qu'on avait sur la défense des Bucks, notamment en playoff, parce que la saison régulière peut servir à justement à prendre des habitudes et à travailler. Là, on les a bien vus parce que Atlanta, c'est une équipe qui se cherchait aussi, parce que les premiers matchs ont été très compliqués, qu'un Trae Young qui n'arrivait pas du tout à régler la mire. Là, ils n'ont rien forcé, ils ont collectivement été bons, défensivement été bons, et ils ont profité du fait que Milwaukee là avait l'air, défensivement ça y allait pas du tout, et en attaque, là Lillard ne met pas 39 points, donc forcément il n'y a plus cette variable-là. Giannis fait des stats correctes, mais il n'est pas dans une domination totale voilà, et on sait qu'il est capable de prendre les matchs à son compte aussi. Ils se cherchent, en fait. Les Bucks se cherchent un peu. C'est que leur deuxième match, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ils n'avaient pas rejoué deuxième match, ils avaient battu les Sixers en ouverture. Voilà. Et là, ils ont le premier était presque une anomalie pour moi. Enfin, la façon dont Lillard avait scoré, c'était presque une anomalie. Là, on est sur le début d'un petit chantier où il faut que tout le monde se trouve. Les match-up, là, c'était Lillard contre Young. Il y a vraiment des points sur lesquels ils vont devoir bosser. C'est inévitable. Alors, c'est une conclusion hâtive, mais c'est quelque part quelque chose qu'on avait déjà dit avant même les premiers matchs. La clé pour les Bucks cette saison, pour être champion, pour aller en finale, on avait dit notamment que Boston, on voyait bien Boston faire une meilleure saison régulière parce que c'était plus facile pour les joueurs de Boston de s'adapter au système déjà en place. La clé, c'est Chris Middleton et c'est la défense de Chris Middleton. C'est-à-dire que les Bucks n'ont pas juste besoin que Chris Middleton soit au niveau All-Star auquel il était en attaque. Ça, à la limite, s'il ne l'est pas tout à fait, c'est un peu moins grave. Par contre, ils ont besoin du Chris Middleton stopper, celui qu'on n'a pas vu maintenant depuis un moment. Chris Middleton, dès le deuxième match de la saison, il n'était pas là. Il a joué que 16 minutes le premier, donc on peut penser qu'il y a encore un problème physique. Il est limité encore, physiquement. En tout cas, il lui impose une. C'est déjà un problème. Et là, de toute façon, là, il n'a même pas joué, il était au repos. Mais ça, c'est un truc à suivre. Bon, j'imagine que l'idéal, c'est qu'il soit en forme de février à juin, mais c'est pour la défense des Bucks, c'est tout de suite problématique de ne pas avoir Middleton et de ne pas avoir Middleton à 100%. Ouais. On peut enchaîner avec Chris Paul qui sortait du banc pour la première fois de sa carrière, 1365 titularisations de suite et cette nuit au retour de Draymond Green. Premier match sur le banc, victoire des Warriors contre les Rockets 106 à 95 avec 4 paniers à 3 points consécutifs de Stephen Curry à la fin de match sur le tard en fin de match. Pour tirer les marrons du feu parce que les Kings parce qu'ils étaient en train de revenir, quoi. Ça devenait un peu dangereux. Chris Paul, c'est arrivé plus tôt que ce que j'avais dit. C'est vous qui aviez raison avec Théo. Parce qu'à la minute où Draymond Green est revenu, parce qu'il était blessé sur les premiers matchs, à la minute où il est disponible, Chris Paul va sur le banc. Ce qui est bien, c'est que ça avait été préparé en amont, ça avait été discuté, la possibilité avait été évoquée, c'est pas venu comme ça de but en blanc. Et écoute, ça a été bien. Il était productif comme je pense Kerr aimerait qu'il soit tout au long de la saison. C'est-à-dire qu'un temps de jeu important, pas loin de la demi-heure de jeu. Du playmaking, il y avait beaucoup de passes, il y a des interceptions. Moi, j'ai trouvé assez actif en défense, c'était suffisant. Et après, la prestation des Warriors, c'était pas fou. Ils se font un peu reprendre sur la fin. Et heureusement que Curry commence à mettre des shoots un peu compliqués.
et à faire ses célébrations, sa célébration à la Macaulay Culkin dans Maman, j'ai raté l'avion. Euh, ouais, c'était pas fou, mais voilà, avec Clay avait bien commencé le match. Je sais pas, en regardant le début du match, je me suis dit, on est parti sur un gros match de Clay, et au final, ça s'est un peu tassé, et c'est Curry Qui a qui a pris pris le le jeu à son relais. compte, ouais. Après, le fait de gagner, c'est le plus important là pour Golden Oui, State. bien sûr. Voilà, tu continues à enchaîner. Draymond Green, c'est son premier match, il est Ouais, encore voilà. rouillé. Wiggins, il est à côté de ses pompes depuis le début, Hmm. c'est pas incroyable. Par contre, moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, de toute façon, pas du tout surpris que Chris Paul sorte du banc. Le 5 des Warriors était le meilleur 5 de la ligue au net Hmm. rating. On l'a déjà dit, on le répète la saison dernière. Pourquoi tu changerais un line-up qui est le meilleur de la ligue? Enfin, je trouve ça logique Non, que non, c'est Chris vrai. Paul sorte du banc. Hmm. Et quelque part, en plus, même sur les premiers matchs, ils jouaient beaucoup avec les remplaçants. Donc, je pense que Steve Kerr, en fait, ils ont maintenu le suspense pendant la pré-saison, enfin Hmm. pendant l'intersaison. Mais je pense que dès le départ, ils savaient très bien que Chris Paul allait sortir Je du pense banc. que Je c'était pense au qu'ils l'ont moins. prévenu. Je Ouais, pense qu'ils l'ont prévenu déjà depuis un moment. Déjà, à mon avis, je pense juste voilà, il y avait. ils ont quand même voulu lui montrer qu'ils envisageaient l'idée, tu vois. Que de quand même le mettre dans le 5, on te respecte. Après, être sortir du banc, c'est pas un manque de respect. C'est juste que quand t'as été un joueur avec. Bah, tu l'as dit, la stat, elle est folle, le nombre de titularisations. Enfin, tu vois, il y a jamais Ouais, de moment dans la la plus carrière longue série. où ça a pas été quasiment le joueur le plus important de son équipe. Enfin, donc, je pense qu'ils ont quand même un peu voulu ménager tout en lui disant bon, on sait que c'est une possibilité et même lui s'y est préparé. Et je pense que Oui, là, la façon dont ils ont approché le truc fait que ça va bien se passer parce qu'il est préparé à ça et il va souvent finir les matchs aussi, je pense. Il va pas être là, ça va pas être un remplaçant comme ça pour les moments middle, quoi. oui, je pense que ça va très bien se passer. Et d'ailleurs, les minutes avec. Déjà, la défaite contre les Suns, je la trouvais très encourageante pour les Warriors parce qu'ils avaient été bons en l'absence de Stephen Curry. Quand Stephen Curry allait se reposer, ça n'arrivait pas du tout l'an Ah ouais, dernier. jamais, ouais. C'est une équipe qui était incapable de garder son avance dès que le 5 sortait, justement. C'était le meilleur 5. Mais on a bien vu, les Warriors n'ont pas fini dans le top 2 de la conférence Ouest. Et c'est pas par hasard. C'est parce que, justement, dès que Curry sortait pour se reposer, c'était catastrophique. Là, non seulement c'est une équipe qui peut créer une avance avec son 5, l'entretenir, voire l'accroître avec ses remplaçants, parce que Chris Paul, le deuxième 5, je le répète, je trouve très intéressant. Un mec comme Kuminga, il a besoin d'un Chris Paul à côté de lui. Un Dario Saric, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui va bien fonctionner avec Chris Paul. Gary Payton, il a besoin d'un Chris Paul à côté de lui. Et ce 5-là va bien fonctionner. Il y a de l'expérience, du playmaking, des qualités athlétiques, de l'adresse avec Moody ou Klay Thompson qui souvent joue avec justement avec Chris Paul dans ce deuxième 5. Et c'est simple, hier, les Rockets, ils menaient 3 points. Curry sort. Paul prend le relais. Il distribue direct 3 passes décisives. Les Warriors prennent 13 points d'avance. Ouais. Ils ont longtemps entretenu cette avance. Et Chris Paul, il termine avec plus 22, meilleur différentiel du match. Et je pense que le 5 majeur des Warriors aura toujours un bon net rating à partir du moment où ils seront en rythme. Mais en plus de ça, le deuxième 5 des Warriors sera aussi très bon. Et ça peut donner une saison à plus de 50 victoires pour Golden State. Et un Curry qui s'économise, s'il n'y a pas de blessure évidemment, qui s'économise un petit peu pendant la saison régulière. Et ça, c'est très intéressant pour les Warriors, je pense. Ouais, et tu parlais de Gary Payton, très bien Gary Payton en sortie de banc. J'ai évidemment pas la feuille de match sous les yeux, mais 15 points. il a été 15 points, 6 sur 8 ouais, très bon impact. de mémoire. C'est l'impact qui est attendu de lui aussi, pas que du scoring. Hein, c'est un joueur qui défend fort et qui est un peu couteau suisse et qui t'apporte plein de choses différentes. Mais pareil, lui, je pense que son apport, s'il arrive à ne pas être blessé sur la saison et à étendre ça jusqu'au playoff, apport déterminant pour les Warriors cette saison. Yes, totalement. Totalement. Alors, on peut enchaîner avec un autre match, et puis ça va être nos deux derniers petits points du CQFR. On va parler des Kings qui ont battu les Lakers 132 à 127. C'était un match spécial pour LeBron James, c'est-à-dire que ça faisait 20 ans en arrière, le 29 octobre 2003, LeBron James avait joué le premier match de sa carrière, c'était contre Sacramento à Sacramento. Et du coup, là, pour fêter ses 20 ans, la NBA a prévu un choc contre les Kings à Sacramento. Et l'ironie, c'est que son premier panier à l'époque, c'était pour ramener les Cavaliers à 7-6. Et là, son premier panier de la soirée, c'est pour ramener les Lakers à 7-6. LeBron qui a fait un bon match, hein, il a fini avec 27 points, 15 rebonds, 8 passes, mais les Lakers sont perdus. Deuxième défaite en 3 matchs. Victoire des Kings après prolongation avec 37 points d'Aaron Fox, 22 points de Malik Monk, 11 en prolongue pour Malik Monk. Voilà pour les stats. Moi, j'ai envie de dire, c'est surtout Malik Monk qui a fait la différence parce que ouais, alors Fox fait un gros match pendant 4 quarts-temps. Il fait 37 points, tout ça. Il se blesse hein, dans le quatrième quart-temps et donc il finit pas le match. Sabonis est expulsé.
Donc les Lakers perdent contre Malik Monk, en fait. Le revenge game d'un gars qu'ils n'ont pas gardé. Oui. Et Malik Monk, il est énorme dans ce début de saison, honnêtement. Je regrette presque de ne pas l'avoir mis En favori pour le sixième sixième homme, homme ouais. de l'année parce qu'il fait des. Bon, là, il était clairement animé. Il était animé. Hein. Je crois qu'il met 11 de ses 22 points en Ouais, dans prolongation. la prolongation, ouais. Et il fait la passe décisive pour Hurter sur je crois, à 30 secondes de la fin, un shoot qui plie l'affaire. Donc, joli cadeau de la part des Kings pour LeBron, avec une défaite. Bon, on s'attendait pas à ce qu'ils fassent de cadeaux. Hein. Les Kings et les Lakers ne seront jamais de cadeaux. Voilà, eu Ouais. égard au passé douloureux pour les Kings dans les années 2000. Ouais, les Lakers, ils sont à 1-2. C'est pas Un peu difficile le avec début. LeBron qui est déjà obligé de sortir de sa limitation de minutes. Il a combien de minutes cette nuit? J'ai pas regardé. 39, Ok, 39 cette voilà, nuit. super. La limitation de minutes, merci. C'était complètement du. Je sais pas si c'était du bluff ou si c'est lui qui a dit les gars, est-ce que vous m'avez vraiment consulté? Est-ce que vous croyez vraiment que j'allais jouer 29 minutes toute la saison? Donc ça a duré un match, la limitation. Donc c'est des matchs où LeBron joue 39 minutes, où Anthony Davis est plutôt productif et pas blessé, pas encore blessé en tout cas. C'est Austin Reeves, très très discret, extrêmement Oui, en discret. fait, il est pas mis dans son jeu, Ah Austin oui, Reeves. je dis pas que c'est de sa faute, mais Ah non, mais, non, mais après, il ouais, est maladroit, hein, il est pas très bon aussi, ouais, hein. mais ouais, début pas fou des Lakers, honnêtement, début de saison discretos. En fait, ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont déjà tendance à vachement se replier sur LeBron, en fait. Bah C'est ouais. que le troisième match de la saison et c'est pas juste beaucoup de minutes, c'est en fait, il a aussi tous les ballons Mhm. et on connaît ce genre d'équipe où LeBron a tous les ballons. C'était pas le C'est plan. rarement bon signe, c'était pas le plan. Et je me demande, ça peut sembler, je veux dire, c'est logique de se replier sur LeBron, sur ton meilleur joueur au moment où tu es en difficulté. Et je me demande s'il ne faudrait pas prendre la position inverse. Alors j'imagine que de toute façon, ils ne le feront pas et du coup, on ne saura jamais si c'est une bonne idée ou si c'est une idée complètement débile que j'ai. Mais je me demande s'il ne faudrait pas oser se dire, bon, bah écoute, pendant 2 semaines ou 3 semaines, on va tenter de vachement mettre Austin Reeves et D'Angelo Russell et Rui Hachimura quand il sort, et même Gabe Vincent qui pour l'instant fait un début très délicat avec Los Angeles. On va essayer de vachement mettre ces mecs-là en position de briller, les LeBron un peu en retrait. Ça, je sais que ça paraît vraiment à l'opposé de ce qu'il faudrait faire, mais je me demande vraiment voilà, si ça ne peut pas lancer ces gars-là, et une fois que c'est lancé, que la machine se mette en route, parce que là j'ai l'impression qu'il y a juste les LeBron, ils vont se replier vachement sur lui. Et comment Austin Reeves, D'Lo, Hachimura, ils vont trouver leur place dans un groupe où LeBron est vachement au contrôle. Et j'ai peur qu'en plus, je pense que Los Angeles va faire un début de saison difficile. Mais bon, on verra. Peut-être que je me trompe. Mais... La question, le problème avec LeBron, c'est que tu sais pas à quel point, tu sais, il avait l'air d'être. Il arrête pas de dire, ouais, en gros, il faut que l'équipe. C'est Anthony Davis, le joueur majeur de l'équipe. Moi. Ouais. T'as l'impression qu'il a envie de déférer, tu sais, de donner un peu de place. Et en même temps, dans le jeu, dès qu'il a pu le contrôle du jeu, qu'on l'a vu, tu sais, le fameux pendant le temps mort où il dit ah, les gars, vous savez que je peux jouer meneur, ou qui demande à Russell, qui est meneur de facto, hein, sur la séquence, lui dit ah, serre-moi sur l'elbow là, et après comme ça je fais du playmaking, et que l'autre le fait pas, et il prend un shoot à 3 points immédiatement. En fait, j'arrive pas à savoir le dosage entre la réelle envie de LeBron de laisser un peu les clés du jeu et le fait que sur le moment ils se disent non mais c'est moi le meilleur playmaker de l'équipe. Est-ce que c'est vraiment bien si c'est moi qui laisse les clés du jeu, si je joue moins, tout ça? Donc ça, je sais pas. On va le voir à l'usure, mais le fait que, enfin, il avait l'air d'accord pour jouer moins d'une demi-heure par match, pour moins de 30 minutes, et là, tout de suite, ça vole en éclats. Alors sur un match ponctuellement, quand le match est serré à la fin, je dis pas, c'est logique, il a envie de jouer contre, il y avait KD en face, tout ça. Là, si à chaque match, il se dit, bon, bah c'est serré, on n'a pas fait le break, bah je vais jouer 40 minutes. Tu vois. Bon, je sais pas, ça on verra avec au fil des matchs. Après, je sais, hein, ça peut. L'idée, c'est pas d'attaquer les Browns, hein, loin de là. Hein. Les Browns, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Il perd 8 ballons quand même hier. Mais c'est. Je comprends l'instinct, tu vois. Ah bah on est mené, je suis le meilleur joueur, je prends la balle. Oui, mais je pense que cette équipe, il faut qu'elle grandisse d'abord, en fait. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui repose pour l'instant sur 3 mois où elle a été forte. Mais avant ça, l'an dernier, il y a des grosses difficultés. Austin Reeves, il fait 1 sur 12. Donc on pourrait se dire, bah attends, et pourquoi il passerait la balle à Austin Reeves? Le mec a fait 1 sur 12. Mais il prend 8 tirs à 3 points, il fait 1 sur 8. C'est pas son jeu. Austin Reeves, je sais, ok, il y a le côté, le mec non drafté, il y a toujours un blanc non drafté qui est un super shooter, c'est pas son jeu. Ce n'est pas un sniper à 3 points, c'est un mec qui drive. Et pourtant, hier, il provoque que 2 lancers, alors que c'est un des meilleurs dans cette ligue pour provoquer des fautes.
Il faut qu'il ait le ballon. Alors, Dilo, il fait 17,9 passes, il a un peu plus la balle. Mais voilà, Gabe Vincent, je pense qu'il a. En fait, même Rui Hachimura, qui a moins d'impact, alors il fait 11 points en 17 minutes. Ces gars-là, je pense qu'il faut leur donner. Faut oser se dire, peut-être on va perdre des matchs, mais essayons de laisser ces gars-là grandir ensemble. Bah tiens, là, laissons pendant 5 minutes un groupe sans LeBron, vraiment, tu vois, que ça prennent leur marque régulièrement. Parce que si tu te replies très tôt dans la saison sur LeBron, parce qu'il y a toujours ce sentiment d'urgence, bah, tu le sens très bien venir. En novembre, décembre, ils n'auront pas forcément décollé. LeBron, il sera cramé. Et il y aura une espèce de situation de crise inutile que tu peux t'éviter juste en te disant, OK, on fait le choix de démarrer doucement, mais on laisse grandir nos gars. Et si vraiment ça ne marche pas, de toute façon, on pourra toujours retourner vers, bah vas-y, LeBron, sauve-nous de là parce qu'on est en galère, quoi. Ouais. Voilà, c'était pour les Lakers. On va peut-être s'arrêter là aujourd'hui. Il y aura un podcast cet après-midi. Absolument. Sans Théo. Théo est en vacances cette semaine. Ouais. Théo est en vacances, effectivement. Donc, ce sera Shai et moi. Et on se retrouvera aussi demain pour un nouveau CQFR. Et voilà. Bah, écoutez, bonne journée à tous et à très vite. Bonne journée.